Dans le monde des formes, nous avons l'habitude de nous voir comme une seule entité. Mais en regardant ces derniers questions-réponses qui décortiquent le monde des énergies, certains peuvent avoir l'impression d'être au contraire constitués de plusieurs entités qui fonctionnent indépendamment les unes des autres et s'influencent mutuellement. Ce n'est pas une impression, c'est réellement le cas. Pour ceux qui connaissent, j'affiche ici la photo de Olaf du dessin animé Disney, La Reine des Neiges, parce que ce petit être plaisant et drôle a les différentes parties de son corps séparées et parfois mises à l'envers. Mais il reste animé par une énergie invisible qui relie toutes ces parties entre elles. C'est a priori comme cela que nous fonctionnons nous aussi. Nous sommes faits d'énergies distinctes, qu'on appelle souvent des corps, qui sont juste interconnectés entre elles. Nous vivons donc dans l'illusion d'être non seulement séparés du tout, mais aussi dans l'illusion d'être un, à savoir un être unique. Mais comment est-ce possible? Déjà, comment peut-on être une énergie qui est distincte des autres humains, distincte des autres énergies du cosmos? Ensuite, comment peut-on non pas être une seule énergie, mais plusieurs énergies différentes à la fois? Et surtout, enfin, comment peut-on penser qu'on est un alors qu'on est des énergies multiples? La mécanique quantique donne certaines réponses, mais elles sont très difficiles à comprendre. Le plus simple pour moi est de faire une analogie avec l'univers de la radio-télévision qui fonctionne aussi avec des transmissions d'énergie pour comprendre que tout cela n'est pas si étrange que cela. Première question. Comment peut-on recevoir seulement nos énergies à nous et pas les énergies des autres? Eh bien, on peut comparer l'énergie de Nzambe, l'énergie du cosmos, aux ondes hertziennes qui sont émises par un pylône de radio-télévision. Il transmet les émissions de plusieurs stations radio à la fois, tout en même temps et à partir d'un signal radio unique. Toutes les ondes sont présentes dans l'air, même si on ne les voit pas. L'antenne de notre poste radio va recevoir le signal de toutes les stations radio, mais il va traiter uniquement le signal de la station radio que nous avons sélectionnée. Nous n'allons entendre que l'émission qui nous concerne, comme nous ne recevons que les énergies de Nzambe qui nous concernent. Deuxième question, comment peut-on recevoir plusieurs énergies séparément à la fois? Eh bien, on peut écouter, si cela nous chante, plusieurs émissions à la fois. Il suffit pour cela d'avoir plusieurs postes de radio, chacun réglé sur une station radio différente. Sur le même principe, nous recevons les différentes énergies primordiales qui sont présentes dans l'énergie d'Nzambe à partir des différents centres énergétiques de notre corps que les hindous appellent les chakras. Troisième question, comment peut-on penser qu'on est un alors qu'on est constitué d'énergies multiples et indépendantes? Eh bien, quand on regarde un film à la télévision, on a l'impression que c'est un tout cohérent. Mais dans la réalité, le son est enregistré sur un signal à part et la vidéo est en fait une succession de photographies qui défilent si rapidement que nous croyons qu'elles sont liées entre elles. Ce qui nous donne l'illusion de la réalité, c'est la cohérence des synchronicités. Si nous avons un son qui n'a rien à voir avec les images, ou si les images qui se suivent n'ont rien à voir entre elles, nous ne pourrons pas croire à l'illusion du film. Celui qui produit le film va justement faire attention aux détails pour que l'illusion soit préservée. De la même façon, les énergies qui nous sont destinées sont justement faites de façon à maintenir l'illusion auprès de notre conscience de la cohérence de notre être. On peut dire que l'harmonie est la marque de fabrique de l'étoile à Congo. La création est globalement harmonieuse et nos créations harmonieuses sont le signe que nous sommes alignés avec elle. C'est ainsi que lorsque nous percevons une disharmonie, nous savons au plus profond de nous que quelque chose ne va pas et notre réflexe est de le rejeter. Ce rejet conduit au maintien de la situation disharmonieuse jusqu'à sa compréhension et sa réharmonisation. Cela peut être vraiment inconfortable et insoutenable le temps que la disharmonie arrive à notre conscience comme une invitation à engager un processus d'harmonisation, le processus du Zola. Pour clôturer ce cycle de questions-réponses, je redonne un dernier exemple pour montrer que le processus est à la fois très compliqué mais aussi très simple. Notre corps a comme réflexe d'attaquer quand il ressent une menace. C'est un réflexe, disons, animal et donc terrestre, qui est naturel et même essentiel. Quand Pongu nous renvoie la perception d'être bousculé physiquement, même un peu, nos cellules expriment de l'agression. Si notre corps juge ou a peur de la méchanceté, il ne va pas transmettre l'émotion de colère à Nsaku.
l'expérience d'agression va se poursuivre jusqu'au bout. La petite bousculade peut se terminer en véritable bastonnade. Notre peur peut aussi transmettre une émotion de colère inconsciente à Nsaku qui sera donc sans nuance et au maximum d'intensité. Nsaku va émettre des intentions de destruction et va engager une riposte dans la matière. Paradoxalement, nous allons subir la méchanceté ou devenir méchants nous-mêmes parce que nous n'aimons pas la méchanceté. Il y a ici disharmonie manifeste qui nécessite notre attention. Après un travail d'acceptation du fait que l'attaque fait partie de la vie, qu'elle a sa raison d'être dans certaines situations et que nous n'avons pas à nous juger de la ressentir, Tsaku peut alors recevoir consciemment l'émotion de colère qui découle du premier ressenti. Il va alors appeler les mémoires d'expérience similaires à notre attention pour juger s'il y a effectivement nécessité d'attaquer avec les conséquences qui en découlent. Ces mémoires vont amener à notre corps d'autres ressentis qui vont eux-mêmes mener à d'autres intentions comme, par exemple, en ce moment, j'ai d'autres choses plus importantes à faire que de gérer un conflit. Ces nouvelles intentions vont faire basculer immédiatement, et on peut dire miraculeusement l'expérience, vers une autre situation dépourvue de menaces. L'étoile à Congo peut être réellement perçue, comme dans la pensée juive, comme un super bouclier, parce qu'elle efface carrément la menace, à partir du moment qu'on la laisse faire son travail sans interférence, ce qui est bien sûr le plus difficile pour nous.